à toutes et à tous, nous sommes le 18 novembre et vous êtes sur le podcast du jeudi de Planétaire. Coup de tonnerre dans l'actualité environnementale. Après l'organisation de la Coupe du Monde 2022 au Qatar qui a beaucoup fait parler, une nouvelle vient de tomber. Ce mardi 4 octobre, le Conseil olympique d'Asie a attribué les Jeux asiatiques d'hiver 2029 à l'Arabie Saoudite. Vous avez bien entendu, le désert saoudien est en charge des prochains Jeux d'hiver. Neom, la ville qui est censée accueillir l'événement sportif, n'existe même pas encore. Il s'agit d'une future mégapole en construction dans le désert située au nord-ouest du pays, dans une région montagneuse. La région étant plus connue pour son désert que par ses chutes de neige. Le gaspillage énergétique de l'événement représente une véritable aberration écologique. Les stations de ski françaises dénoncent. Un projet aberrant et totalement à l'opposé de ce qui est souhaitable pour la planète. L'événement comprenant 47 épreuves, dont 28 sur neige et 19 sur glace, a été massivement critiqué par Greenpeace, dénonçant des pratiques dangereuses et l'altération des écosystèmes de cette partie du royaume. Dans un contexte aussi tendu concernant l'écologie et l'avenir de la planète, on peut se demander comment les nations participantes peuvent-elles ne rien dire. Nous avons la chance de recevoir Carole Gomez, directrice de recherche à l'IRIS, l'Institut de Relations Internationales et Stratégiques. Elle est experte en diplomatie sportive et elle va nous parler des enjeux géopolitiques derrière les Jeux d'hiver. Cette candidature a été choisie parce que c'était la seule qui était présentée à ce comité d'organisation et parce que ça faisait plusieurs années qu'il n'y avait pas eu d'organisation de ces Jeux asiatiques d'hiver et que c'était une volonté de la comité asiatique olympique de pouvoir relancer cette dynamique. Donc il y avait à la fois d'un côté cette pression pour recommencer à organiser des événements et en même temps cette proposition de la part de l'Arabie Saoudite qui s'est retrouvée seule face à personne et donc qui a effectivement favorisé cette désignation. L'Arabie Saoudite est un État qui, depuis 2015 désormais, investit largement et massivement dans le domaine du sport, qu'ils essayent par différents canaux d'avoir une place de plus en plus importante, à la fois en rachetant des clubs, en organisant des grands événements sportifs internationaux, mais également en renforçant leur influence au sein des instances internationales. Et on voit aussi que c'est une façon pour eux de donner un peu plus corps à leur diplomatie sportive. Et là, en accueillant les Jeux d'hiver 2029, il y a vraiment une volonté de marquer les esprits et surtout ça rentre aussi en résonance avec le projet de l'Arabie Saoudite et plus particulièrement de Mohammed Ben Salman qui est donc le prince héritier pour justement arriver à développer la région de Neom. Neom est une ville qui n'est pas encore construite, qui se veut complètement révolutionnaire, unique en son genre et ça fait depuis 2015 désormais que ce plan est promu par le plan Arabie Saoudite Vision 2030. Pour le coup assez incertain jusqu'à présent, il y a un peu cette échéance là qui est fixée et qui va les obliger à avancer et à livrer cette ville. En fait, il y a plusieurs objectifs à cette diplomatie sportive-là. Le premier, c'est de renforcer leur puissance sur la sphère sportive pour aussi ne pas laisser le champ libre à ses concurrents régionaux, l'Émirats arabes unis et le Qatar. Il peut aussi y avoir une vraie volonté pour eux de diversifier leurs ressources économiques. L'Arabie Saoudite, c'est un pays extrêmement riche, mais dépendant de ressources d'hydrocarbures. Et donc, il y a aussi cette volonté-là de venir diversifier les ressources économiques. Et par ailleurs, ça permet aussi de rentrer un peu dans la cour des grands, entre guillemets, d'un point de vue sportif, puisque si l'Arabie Saoudite est un géant d'un point de vue géographique, d'un point de vue économique, d'un point de vue politique, d'un point de vue diplomatique, l'idée était aussi de venir compléter cette puissance aussi avec le domaine sportif. On parle de 100% de neige artificielle, un élément assourdissant d'autant plus quand on connaît le climat de l'Arabie Saoudite. Carlo Gargnola nous explique les conditions de fabrication et les conséquences derrière cette fabrication massive et artificielle. C'est Carlo Carmagnola, donc je suis ingénieur de recherche pour une société qui s'appelle Dianeige, qui est un bureau d'études spécialisé dans l'aménagement de la montagne. Je suis chercheur associé à Météo France, notamment au centre d'études de la neige. Et en parallèle, je suis moniteur de ski. Donc l'idée, c'est que le sujet commun aux trois postes, c'est la neige. Il y a plusieurs choses à dire. Tout d'abord, la neige, il faut la voir avant de pouvoir la conserver. Et il y a plusieurs façons. Tout d'abord, il faut qu'elle tombe du ciel, c'est ça déjà un premier point.
Et en manque de neige naturelle, cette neige-là, on peut la produire. Il y a d'autres façons un petit peu complémentaires pour par exemple, la piéger au moment où elle est transportée par le vent. Donc peut-être qu'on n'a pas trop de neige qui tombe du ciel, peut-être qu'on n'a pas de froid pour la produire, en tout cas, on n'a pas ce type de système dans une station. On peut profiter de la neige qui est transportée par le vent et la piéger avec des systèmes de type barrière à neige, ce qui permet du coup d'avoir des congères et de stocker de la neige naturelle, dans ce cas-là, sur les zones il faut neiger. C'est au moment de notre chute qu'on peut piéger le maximum de neige naturelle à des endroits précis en présence du vent, donc notamment sur des crêtes ventées, pas très souvent sur des fonds de vallée. C'est beaucoup plus compliqué. Donc c'est un système intéressant, complémentaire, on en voit beaucoup dans les Pyrénées, dans les Alpes, mais c'est quelque chose qui n'est pas trop envisageable dans des endroits assez arides, assez secs, comme c'est le cas de Rabisodon. Donc là, ce qu'ils vont faire chez eux, c'est surtout de la produire de la neige. Également, ce qui est beaucoup, c'est d'avoir des nuits dégagées, donc des ciels clairs. Dans ce cas-là, indépendamment de la température, surtout la température basse, mais même à température supérieure à 0, il est possible d'avoir de neige qui reste froide, qui conserve leur froid, parce qu'il y a des phénomènes d'émission infrarouge de la neige qui permettent à la neige de se refroidir pendant des nuits dégagées. Donc voilà, il y a des conditions naturelles qui favorisent la conservation de la neige, des systèmes de type sur de bois ou copeaux de bois qui permettent de conserver la neige pendant plusieurs semaines, voire plusieurs mois, même en conditions très chaudes. Ça, c'est aussi possible de le faire. Ça s'appelle le snow farming, le mot qu'on associe à ce type de pratique de conservation de la neige. Alors, les conséquences, il y en a plusieurs. C'est un problème technique de voir si on a la ressource d'eau et l'énergie suffisante et le froid nécessaire pour produire la neige nécessaire pour la piste. Sachant qu'il faut minimum 4000 m3 d'eau par hectare de piste, qui soit vraiment bien préparé. Ça modifie l'évolution des débits des rivières, parce qu'on a stocké un certain nombre d'eau sous forme de neige. On garde la neige plus longtemps, et donc ça peut perturber le cycle naturel de certaines espèces qui vont se retrouver sous la neige plus longtemps. Notre dernière invitée du jour n'est autre que Carmen de Jong, enseignante-chercheuse à l'Université de Savoie. Elle va nous parler du danger de la fabrication de la neige artificielle et notamment du pompage en eau. La fabrication de neige artificielle, ce sont les canons à neige et surtout le pompage en eau. Parce que si vous êtes sur le pic d'une montagne ou au plateau en montagne, il n'y a pas d'eau. Alors pour créer la neige, il faut pomper cette neige et ça, c'est très très coûteux en termes d'énergie et en termes de finances. Ça coûte beaucoup d'argent. J'imagine qu'ils doivent pomper l'eau au moins 1000 mètres en altitude. Parce que les nappes phréatiques, ils sont tout en bas dans les vallées et après, ils doivent le pomper en eau. Alors, je comprends pas le concept de faire revenir l'eau à la surface parce que si l'eau revient à la surface, c'est dans les vallées avec le pompage pour l'agriculture, mais pas en altitude. On n'a jamais eu l'eau en altitude comme ça. C'est pas comparable avec les Alpes. Merci à toutes et à tous de nous avoir écoutés, merci à nos invités. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau podcast sur Planétaire et je vous souhaite un bon week-end.